3 dossiers de disparition de 3 femmes différentes ont connu des rebondissements très récents. Ces dossiers, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne, et pour chacun d'entre eux, on espérait que la justice ou l'enquête finirait par apporter des réponses. Mais les éléments nouveaux dont je vais vous parler aujourd'hui n'ont malheureusement pas apporté les réponses que la famille espérait. Aujourd'hui, il est important de revenir sur ces affaires, de comprendre ce qui a changé et surtout ce que cela implique pour les familles. On se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première réelle vidéo de 2023. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année Pardon, j'ai dit 2023 alors qu'on est en 2026, ça va pas du tout. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2026 et aussi j'espère que cette année vous apportera plein de bonnes choses, mais surtout la santé, parce que la santé, c'est le plus important. Également, vous n'avez pas eu de nouvelles vidéos ces 2 dernières semaines, tout simplement parce que j'étais en contact avec des familles et que ça n'a pas pu se faire et c'est malheureusement contre mon gré. Donc si vous voulez avoir des informations un peu plus précises du pourquoi, du comment, n'hésitez pas à aller visualiser mes derniers vlogs sur ma chaîne secondaire, les coulisses de Marine B. Je m'explique un peu sur le sujet. Bon, c'est comme ça, malheureusement. Ce sont les aléas du travail que j'ai décidé de mener de manière éthique. Voilà. Donc, de toute façon, c'est pas grave. Aujourd'hui, par exemple, il va y avoir des informations sur des dossiers dont certains, j'ai parlé très récemment, et c'est très important pour les familles de médiatiser. Et puis, j'ai d'autres contacts avec d'autres familles. Et donc, je parlerai très prochainement sur ma chaîne de nouveaux dossiers. Et j'ai décidé, comme premier dossier, de vous parler de Marie-Thérèse Bonfanti. Effectivement, j'ai décidé de revenir sur cette histoire de disparition que je suis depuis plusieurs années maintenant. En effet, si vous me suivez depuis quelque temps sur ma chaîne, vous avez dû voir que j'en ai déjà parlé à 2 reprises. Une première fois en 2022 et une mise à jour plus récente en février 2025. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est qu'une décision judiciaire majeure vient d'être rendue et qu'elle est quasi définitive. Et je trouve que c'est important d'en parler puisque cette décision ne concerne pas seulement que cette affaire-là, mais elle concernerait potentiellement plein d'autres dossiers assez anciens qu'on appelle aujourd'hui cold case. Je vais très rapidement vous faire un rappel des faits. Donc, Marie-Thérèse Bonfanti disparaît en 86 à Pontcharrat, en Isère. Elle a 25 ans, elle est mère de 2 enfants en bas âge. Elle disparaît alors qu'elle allait livrer des journaux devant l'immeuble dont le propriétaire est un certain Yves Chatin. Pendant 36 ans, aucune réponse. L'enquête initiale a été marquée par de nombreuses zones d'ombre et des manquements aujourd'hui largement dénoncés et soulignés par les proches. Mais c'est sans compter la famille de Marie-Thérèse Bonfanti qui décide de ne jamais lâcher l'affaire. Et grâce à la ténacité des membres de la famille et à l'aide de proches du dossier, en mai 2022, Yves Chatin est placé en garde à vue dans le cadre de la disparition inquiétante de Marie-Thérèse Bonfanti en 86. Et là, en garde à vue, il va avouer avoir étranglé Marie-Thérèse Bonfanti, puis avoir dissimulé son corps. Ces indications permettent même de retrouver des fragments crâniens appartenant à la victime. À la suite de ces aveux, Yves Chatin est évidemment mis en examen et incarcéré. Pourtant, en janvier 2023, la défense saisit la Cour de cassation qui estime que le meurtre est prescrit. Vous avez compris, aujourd'hui, on va parler de prescription. Et à la stupeur générale, à la fin d'année 2023, précisément le 7 décembre 2023, Yves Chatin
va être libéré. Alors il va être libéré dans l'attente d'un nouvel examen par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. D'ailleurs, il y a une question prioritaire de constitutionnalité très importante qui va être posée lors d'une audience du 24 mai 2024. Cette question permet de se demander si la prescription peut réellement s'appliquer lorsqu'un crime a été dissimulé pendant des décennies. Malheureusement, on a eu une réponse quasi définitive très récemment, donc le 16 janvier 2026. En effet, à cette date, l'assemblée plénière de la Cour de cassation tranche. Elle confirme malheureusement la prescription du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti. J'ai du mal à le prononcer à chaque fois que je le dis, c'est quand même très grave. Et comme le titrent certains journaux, et à juste titre, le droit l'emporte sur la morale, malgré des aveux, malgré des preuves et malgré une vérité enfin établie. D'ailleurs, je vais vous citer ce qui a été dit à la famille de Marie-Thérèse Bonfanti et plus largement aux médias pour expliquer cette décision. Je cite: « Constater la prescription est une décision lourde. La Cour doit toutefois assurer son rôle d'application des règles de droit. » Pour le mari de la victime, Thierry Bonfanti, c'est une injustice violente. Je cite: « C'est un jour terrible pour nous. C'est incroyable d'entendre ça de la part d'une justice dont nous sommes les victimes. » Donc, Yves Chatin ne sera jamais jugé pour le meurtre qu'il a avoué de Marie-Thérèse Bonfanti. Il reste libre, donc imaginez la douleur de la famille de Marie-Thérèse. Puis surtout, comme je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo sur l'affaire en 2022, on peut se poser la question de sa possible implication dans d'autres dossiers de meurtre et de disparition, en tout cas au moins 2, parce qu'il est vraiment au centre des événements. Je vous le dis rapidement, il s'agit de la disparition et du meurtre de Liliane Chevènement et de la disparition de Marie-Ange Billou. Et c'est vrai, allez voir ma vidéo, franchement, elle est très bien faite. J'étais sur place et on peut visualiser depuis l'ancienne adresse d'Yves Chatin, parce qu'aujourd'hui cette adresse n'existe plus, ça a été remplacé par un McDo. On peut visualiser les 3 endroits où les personnes ont été vues pour la dernière fois, où le corps a été retrouvé. Donc pour Marie-Ange Billou, parce qu'elle est passée par là, juste devant chez lui. Pour Liliane Chevènement, parce qu'elle a été retrouvée sur la droite, dans un bosquet, enfin dans un petit carré de verdure. Et pour Marie-Thérèse Bonfanti, puisque c'est là qu'elle a été vue pour la dernière fois et que sa voiture était garée devant chez lui. Donc ce sont des questions légitimes à se poser. Et s'il s'avérait qu'un jour on prouverait le lien de Yves Chatin avec ces 2 autres dossiers, on pourrait potentiellement le caractériser de tueur en série. Mais quand bien même, par rapport à cette décision de justice qu'il y a eu, ce serait potentiellement aussi des dossiers qui seraient prescrits. Potentiellement, il ne pourrait donc jamais être jugé pour d'autres faits qu'il aurait commis. Alors je reste dans le conditionnel, je fais très attention, puisqu'aujourd'hui, aucune responsabilité pénale n'a, pour ces autres dossiers, été reconnue et qu'aucun lien direct n'a été fait, mis à part un lien géographique, avec Yves Chatin pour ces autres dossiers. Mais mis à part tout ce que je viens de vous expliquer, pourquoi cette décision est historique aujourd'hui? Tout simplement parce qu'elle crée une jurisprudence claire. Ça signifie que d'autres affaires anciennes, d'autres aveux tardifs ou encore d'autres familles risquent de se heurter exactement au même mur juridique, y compris des dossiers suivis par le pôle Cold Case de Nanterre, ouvert en mai 2022, si je me trompe pas. Et évidemment, donc je me pose des questions que vous aussi vous posez, puisque vous m'en avez fait part sous des vidéos de ma chaîne secondaire où j'en parlais. Mais donc, à quoi sert ce pôle Cold Case si, en fait, il y a cette question de la prescription pour des dossiers de meurtre datant de plus de 20 ans? Et vous avez tout à fait raison. Et c'est une question qu'il faut absolument aborder. Il faut faire changer les lois. Parce que j'ai quand même essayé de comprendre, pour moi, l'incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'on parle de prescription dans le cadre de meurtre? Parce que c'est quand même assez inentendable aujourd'hui. Alors très grossièrement, de ce que j'ai pu lire, la prescription existe parce que la justice a besoin de limites et parce que le droit protège aussi contre l'arbitraire. Mais aujourd'hui, on est d'accord que c'est de plus en plus en décalage avec la réalité des crimes violents et de plus en plus contesté moralement
et juridiquement. Et il avait été donc évoqué une autre possibilité pour pallier à cette décision, la saisie de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors dans un dossier comme celui-ci, cela ne permettra pas d'annuler la prescription ni d'obtenir un procès pénal. En revanche, cela peut permettre de faire reconnaître l'échec d'un État face à une vérité avérée. Malheureusement, c'est un processus long, difficile et surtout incertain. Alors que pouvons-nous faire, nous, en tant que civils, avec nos petits moyens? Tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est créer des pétitions ou en soutenir d'autres qui sont déjà en ligne. Et c'est le cas ici pour cette pétition qui a été mise en place et qui a été relayée par change.org qui s'occupe de mettre en ligne différentes pétitions par rapport à plusieurs problématiques. Cette pétition, je vous la mets en ligne puis je vous la mets évidemment en description et en commentaire épinglé. Elle demande l'ouverture d'une réflexion nationale sur la prescription des crimes les plus graves, que la dissimulation d'un crime ne profite jamais à son auteur et une reconnaissance pleine et entière des victimes et de leurs familles. Elle a donc été mise en place à la suite de cette décision de justice concernant l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Et donc je l'ai évidemment signée, mais j'ai surtout remarqué qu'elle a été très peu signée. Enfin, un petit peu plus de 500 signatures, c'est trop peu. Et je sais que beaucoup de personnes sont pour l'évolution de ces lois concernant la prescription. Donc s'il vous plaît, prenez vraiment 2 minutes si vous êtes en accord avec cette pétition pour la signer. Ça peut éventuellement plus tard faire changer les choses, ou en tout cas, plus on est nombreux, plus ça a de poids face aux institutions. Également, et au-delà de ce recours possible, il y a une autre démarche qui a été engagée par Maître Boulou, qui est l'avocat de la famille Bonfanti, que j'avais interviewé dans ma première vidéo sur l'affaire. Il a en effet adressé, après la décision, une lettre au garde des Sceaux pour demander une clarification de l'article 9.3 du Code de procédure pénale, reconnaître la dissimulation d'un corps comme un obstacle insurmontable suspendant la prescription. C'est, selon ce qu'il dit, une évidence pratique et surtout une nécessité morale. Voilà les mises à jour un peu tristes sur ce dossier-là qu'on suit depuis plusieurs années maintenant. Donc on parle de prescription dans la première affaire dont je vous ai parlé dans cette vidéo et ça a fait malheureusement écho aux nouvelles informations qu'on a pu obtenir concernant le dossier que j'ai très récemment traité sur ma chaîne, parlant de la disparition de Céline Lafargue qui, pour rappel, avait disparu en novembre 2005 à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, il y a quelques semaines, je vous partageais cette vidéo très complète en accord avec la famille grâce à l'ARPD et surtout grâce à Delphine qui est l'enquêtrice bénévole dessus et qui a fait un super travail pour accompagner la famille et surtout pour enquêter. Je vous expliquais que la famille avait porté plainte contre X pour enlèvement et séquestration en août 2025 et au moment de la sortie de ma vidéo, donc il y a quelques semaines, la famille attendait une décision de la justice pour voir si oui ou non une nouvelle enquête, une nouvelle instruction allait être ouverte. Malheureusement, aujourd'hui, on apprend que le parquet refuse d'ouvrir une nouvelle enquête en évoquant cette fameuse question de la prescription. Je le rappelle quand même ici, le combat de Sandy qui est la fille de Céline ne consiste pas à accuser à tout prix. La demande principale de la famille depuis le début, c'est d'avoir accès au dossier en tant que partie civile pour comprendre ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et déterminer ce qui peut justifier une réouverture. C'est important parce que dans une décision rendue en 2012, Sandy a été identifiée comme étant partie civile dans le dossier de la disparition de sa mère depuis 2006. Le parquet indiquait aussi que si de nouveaux éléments étaient mis en lumière dans ce dossier, l'enquête pourrait être reprise. Or, selon les informations rapportées récemment dans les médias, le parquet oppose aujourd'hui la question de la prescription pour refuser d'aller plus loin. Et malheureusement, on a appris cette information le 16 janvier 2026 et c'est une date charnière aussi dans le dossier de Marie-Thérèse Bonfanti. Donc c'est vrai que ce sont deux dates un peu maudites pour ces deux dossiers dont la prescription est quand même, je pense, en grande partie l'origine du problème pour faire avancer les choses. Je vais vous parler d'une interview qui a été relayée par le média SPM La Première, l'interview du procureur de la République Yves
Kourou qui explique que l'affaire est prescrite depuis 2015 puisque la prescription n'était que de 10 ans à l'époque, avant qu'elle ne soit portée à 20 ans en matière criminelle à partir de 2017. Bon, moi déjà, ce que je trouve un petit peu bizarre, je vais pas vous mentir, c'est qu'on parle de prescription alors qu'il n'y a pas eu de nouvelles instructions d'ouvert. Je vous le rappelle, on a demandé à ouvrir une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais revenir un peu dessus après avec les propos de Maître Marie-Thomas, qui est l'avocate de la famille de Céline. Pourtant, une prescription peut être suspendue lorsqu'il y a un acte d'enquête réalisé. Cependant, c'est ce qu'il explique le procureur dans sa prise de parole. Il dit que la famille a demandé à ouvrir une nouvelle enquête en 2025, soit 20 ans après, un peu moins de 20 ans après la disparition de Céline, et donc l'affaire aurait déjà été prescrite depuis 10 ans au moment de la demande. J'ai vu l'interview de ce procureur et j'avoue que j'ai l'impression que la justice n'a pas vraiment envie de faire avancer les choses. Et là, il va même expliquer pendant cette interview quelque chose qui pour moi m'a un peu choqué. Je vais pas vous mentir, je vais vous citer. Il va dire « Cette affaire ne sera jamais ouverte ». Aujourd'hui, vous me confirmez, cette affaire, elle ne sera jamais ouverte. Cette affaire ne sera jamais ouverte. Avant même que la famille fasse appel de cette décision, puisque la famille a le droit de faire appel. Et ce que je trouve le plus grave là-dedans, c'est que c'est ce même procureur qui va statuer en appel sur ce dossier. Donc, en fait, avant même que la famille puisse faire appel, il va clôturer la chose en disant « ce dossier ne sera jamais réouvert ». Mais tu peux pas dire ça alors que la décision n'a officiellement pas été rendue, alors que c'est cette personne qui va statuer en appel sur ce dossier. Donc pour moi, c'est vraiment un non-sens total, mais Maître Marie-Thomas va avancer des arguments plus qu'intéressants, et je vais vous la citer, parce qu'elle va réagir après évidemment cette annonce qui a été faite, avant même que la famille et l'avocate n'aient reçu le courrier nécessaire pour faire appel, je tiens à le préciser quand même. Elle va répondre dans ce même média, elle est très claire concernant cette information. Elle dit qu'on ne peut pas trancher la prescription comme ça, de manière générale, parce qu'au fond, personne ne peut affirmer aujourd'hui ce qu'il s'est passé pour Céline, ni même si un crime est caractérisé. Et surtout, la plainte déposée, je vous le disais, vise aussi des qualifications d'enlèvement et de séquestration. Et donc, Maître Thomas va rappeler que la séquestration est une infraction continue. La question de la prescription ne se pose pas de la même manière et surtout pas à ce stade tant qu'on n'a pas établi les faits. Effectivement, ça se trouve aujourd'hui, pauvre Céline est encore séquestrée, mais on ne peut pas le savoir parce que déjà, il y a un refus d'informer, donc le refus d'ouverture d'information judiciaire sous prétexte de la prescription, alors que on parle d'un potentiel enlèvement et de séquestration. Donc séquestration, ça veut dire qu'aujourd'hui, potentiellement, elle serait encore séquestrée quelque part, mais on peut pas le savoir. Enfin, vous voyez ou pas, c'est le serpent qui se mord la queue, et vous comprenez peut-être quand je dis que je trouve que la justice, sur ce point, ne fait pas vraiment d'efforts. J'aimerais aussi insister sur un point essentiel, puisque les familles se font très souvent écraser par des formules définitives. Un refus aujourd'hui ne veut pas dire jamais. Je vous l'expliquais, la famille a donc décidé de faire appel de l'ordonnance rendue. Il me semble que cet appel aura lieu en février, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas à la mi-février. Ça signifie donc que la décision peut être encore examinée par la chambre de l'instruction qui tranchera et appliquera le droit. Donc non, tant que cette étape n'est pas passée, personne ne devrait présenter ce dossier comme étant définitivement fermé. Surtout au regard des nouveaux éléments apportés par la famille et par la RPD. La RPD, j'ai oublié de vous le dire, pour ça c'est ceux qui le découvrent avec cette vidéo, c'est l'association d'assistance et recherche de personnes disparues pour laquelle je suis enquêtrice bénévole. D'ailleurs, il y a aussi un témoignage qui a été déposé au greffe le 29 octobre 2025, qui à ce jour n'aurait même pas été exploité comme il le devrait. Il n'est pas question ici de prescription. On parle d'une disparition irrésolue, et par définition, toutes les hypothèses restent ouvertes. Ce que nous demandons, c'est l'accès au dossier. Pas pour accuser, pas pour imposer une décision, mais pour comprendre ce qui a été fait et déterminer s'il existe des éléments permettant de justifier la réouverture de l'enquête. Dans une décision rendue en 2012, Sandy est identifiée comme partie civile depuis l'année 2006. Le parquet a indiqué que si un élément nouveau venait à survenir, l'enquête pourrait être reprise. Monsieur le procureur nous a encouragés à transmettre les éléments recueillis par l'enquêtrice de la RPD afin de vérifier s'ils étaient nouveaux et pertinents, tout en refusant, sans motif légitime, de nous communiquer le dossier, ni aux parties civiles, ni à l'avocate. À aucun moment il n'a été question de prescription. Et pour cause, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En matière d'enlèvement et de séquestration, la prescription évoquée par le parquet ne se poserait que si une enquête est réouverte, si des faits pénaux sont établis,
si les auteurs sont identifiés. Nous n'en sommes absolument pas là. D'autant plus qu'un témoignage nouveau a été déposé au tribunal le 29 octobre 2025. À ce jour, aucune réponse n'a été apportée sur l'importance et le caractère nouveau des éléments révélés. Le témoin n'a pas été entendu. Parler de prescription ne fait que déplacer le regard sur ce dossier. Le véritable enjeu est le refus d'accès au dossier d'enquête. Pendant que l'on débat de mots juridiques, une question essentielle reste sans réponse. Où est Céline, notre sœur, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Et je trouve que le réel de Lolita que je viens de vous passer, donc la sœur de Céline, résume parfaitement le problème. Alors je ne vais pas vous dire ici que la justice ne fera rien, parce que ce serait faux et surtout que l'appel n'a pas encore eu lieu. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que la bataille est aussi procédurale. Le droit d'accès au dossier, la prise en compte des éléments nouveaux et l'obligation d'entendre ce qui peut faire avancer la vérité. C'est donc pour ça que la médiatisation est importante. C'est évidemment pas pour se substituer à la justice, pour faire un procès à sa place, mais pour éviter que les dossiers tels que celui de Céline Lafargue tombent dans l'oubli. Si vous voulez aider, vous pouvez toujours le faire pour ce dossier. Déjà, vous pouvez partager cette mise à jour. Vous pouvez suivre la page Facebook dédiée à la disparition de Céline avec toutes les nouvelles informations postées concernant le dossier. Vous pouvez également toujours signer la pétition qui demande l'accès au dossier par les parties civiles, donc par la famille de Céline. Et surtout, si vous avez un témoignage qui pourrait faire avancer les choses, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours contacter la famille directement via cette page Facebook ou la RPD via l'avis de recherche, l'appel à témoins que je vous mets ici à l'écran, ou bien aussi me contacter directement, ou si vous voulez rester totalement anonyme, vous avez un Google Form qui a été mis en place spécialement pour ce dossier. Évidemment, je vous l'ai dit, je mets tout en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Les familles des victimes se soutiennent entre elles plus que jamais. Et donc je vous laisse avec le témoignage de Roselle qui soutient la famille de Céline. Aujourd'hui, je voudrais apporter mon témoignage en soutien à Sandy et à sa famille. Pour commencer, je pense que c'est important que je vous donne un petit rappel des faits qui me conduisent à m'exprimer ici. Le 20 avril 1982, mon frère Edmond a été découvert à son domicile poignardé de 40 coups de couteau qui ont été donnés jusqu'à la garde. L'ordonnance aux fins de non-lieu concernant cette affaire nous a été rendue le 5 février 2015. Mon témoignage ici n'a pas pour but d'engager des polémiques sur le sujet. Non, mon témoignage, en fait, c'est pour faire comprendre à quel point c'était important que nous ayons accès au dossier. En juillet 2020, on a été, mes sœurs et moi, reçus par le juge. Il souhaitait nous faire connaître le nom de l'assassin de notre frère. Alors, il nous cite le nom de la personne incriminée. Nous, on s'est regardé, puis on lui a demandé sur quoi il se basait pour nous donner ce nom-là. Il nous a répondu: il y a beaucoup de choses qui démontrent que ça peut être lui. Et vous voudriez donc, sur des suppositions, qu'on valide votre hypothèse? Non, on ne peut pas signer parce que justement, la personne que vous incriminez était vraisemblablement, selon les dires de son épouse, qui n'est jamais revenue sur son témoignage, donc elle a affirmé que son mari avait passé toute la nuit à la maison, qu'il n'était pas sorti du tout cette nuit-là. Le coupable que vous avez désigné est maintenant décédé. Il n'a fait aucun aveu, semble-t-il, avant de mourir. Et là, vous voudriez nous dire que c'est cette personne-là parce que tout laisse à penser que. Sauf que vous nous dites qu'il existe un faisceau de présomption, mais aucun élément probant déterminant. Suite à cet entretien, on a lu, on a relu le dossier qui nous a été remis. Et en effet, aucun élément ne permet d'affirmer de façon certaine la culpabilité de cette personne. Mais il n'empêche qu'on en a appris des choses. Il y en a eu des témoignages, évidemment, vous vous en doutez.
Parmi ces témoignages qui ont été recueillis pendant l'enquête, on a découvert qu'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient avoir assassiné notre frère. Donc, le fait d'avoir accès au dossier nous a permis d'éviter d'incriminer une personne qui n'avait peut-être pas commis ce meurtre. C'est un peu dans le sens-là que je souhaite orienter mon intervention là, ce soir, à savoir l'importance de pouvoir consulter les éléments figurant dans le dossier, afin d'avoir le sentiment d'avancer malgré tout et de ne pas ressentir de frustration en imaginant qu'on cherche à nous cacher quelque chose. Dans l'affaire d'Edmond, là, bien, je dois dire que la justice a fait son travail, dans le sens où à chaque fois qu'un nouveau juge arrivait dans l'archipel, il reprenait le dossier, il nous demandait d'ajouter un élément pour qu'il ne soit pas refermé. Et vraiment, on peut le dire, les magistrats ont fait preuve de ténacité dans l'affaire. Par contre, ce que je tiens à dire absolument ici, c'est que lorsque le corps de notre frère a été découvert, l'enquête menée par la gendarmerie a été catastrophique. C'était un meurtre odieux, abominable. On n'en avait pas vu de tel depuis l'affaire Néel à l'île aux Marins. On a demandé à la gendarmerie s'il était prévu. Pour nous, ça paraissait normal de faire venir une brigade criminelle, parce qu'il n'y en avait pas dans l'archipel. On nous a répondu avec un petit sourire en coin, non mais vous croyez dans Colombo ou dans Navarro. Il faut savoir également que ce qu'on appelle la scène de crime, elle a été complètement contaminée par les gens qui sont rentrés chez mon frère comme on entre dans un moulin. Certains fumaient, donc bien sûr les empreintes, tout ce qui aurait peut-être permis de démasquer l'assassin, tout ça a certainement été détruit ou rendu inexploitable. Bon, faut dire, c'était il y a 44 ans. Les moyens et les connaissances en matière de police scientifique n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, malheureusement. Mais je voudrais aussi revenir sur le comportement du commandant de gendarmerie de l'époque, un certain monsieur K. Malgré le temps qui s'est écoulé, c'est vraiment difficile à oublier. Un jour, on a reçu par la poste, parmi les cartes de condoléances, une carte que j'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait le dessin d'une tombe avec une croix, sur laquelle étaient inscrites les initiales PD, qui correspondaient en fait aux initiales d'un de mes autres frères. Et il était écrit, sous la tombe, dans 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois, ce sera ton tour. Ma mère, qui était dans la voiture avec mes sœurs et moi, bien sûr a été prise de panique. Elle pensait qu'un fou voulait s'en prendre à notre famille. D'ailleurs, on l'a conduite aussitôt, directement aux urgences. Elle a été hospitalisée, en état de choc. Puis, on est allé, bien sûr, directement à la gendarmerie, avec cette carte. Pour nous, c'était quand même important de la faire connaître aux gendarmes. C'est alors que ce fameux commandant, M. K, nous a répondu textuellement, en voyant la carte, la famille d'Etcheverry, là, vous commencez à me casser les couilles. Mais, vous voyez, c'était épouvantable d'entendre des choses pareilles. Épouvantable. Alors, je ne veux pas incriminer qui que ce soit, mais il me semble très important de relater ces faits qui n'ont jamais été portés à la connaissance du public. Ou peut-être à un moment donné, je pense que un de mes frères avait écrit un article à ce sujet dans l'Écho des Caps à l'époque. Tout cela, me direz-vous, n'a pas de lien direct avec l'affaire de la disparition de Céline. Mais pour moi, il est indispensable pour la famille de Céline d'avoir accès au dossier d'enquête. Ça permet de ne pas se sentir complètement impuissant. Ça permet aussi de conserver un lien avec les enquêteurs. Les enquêteurs, ce sont nos alliés, ce ne sont pas nos ennemis. Eux aussi, ils cherchent à établir la vérité. Alors je souhaite de tout mon cœur que le dossier soit un jour en votre possession et que vous puissiez aussi découvrir peut-être certaines choses qui feraient avancer l'enquête. En tout cas, à toutes et à tous, tous ceux qui s'occupent de cette affaire,
je leur souhaite bon courage. Je vous souhaite vraiment bon courage dans cette quête de vérité qui, j'espère, éclatera au grand jour. En parlant de Céline, la troisième et dernière mise à jour concerne une autre Céline. Cette fois-ci, Céline Kremer. Alors Céline Kremer, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Et c'est un dossier qui est bien différent des deux dont je viens de vous parler. Parce qu'ici, on va surtout parler d'avancées considérables de l'enquête grâce à l'humanité et au dévouement dont certains ont pu faire preuve. Rapide rappel des faits. Céline Kremer disparaît en juin 2023 en Tasmanie lors d'une randonnée au Philosopher Falls près de Waratah dans le nord-ouest de l'île. Les conditions sont hivernales, la zone est difficile et rapidement la police parle de conditions qualifiées de mortelles. Malgré des semaines de recherche très importantes avec des hélicoptères, des drones, des chiens, des équipes spécialisées, aucune trace de Céline n'est retrouvée à l'époque. D'ailleurs, pour aider la famille, j'en avais parlé donc un mois après la disparition. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en juillet 2023, si je ne me trompe pas. Et malheureusement, il y a eu plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années qui sont passées sans qu'aucune avancée concrète n'ait pu être recensée. Et c'est sans compter l'acharnement, le dévouement de la famille, des amis et des proches de Céline qui ont décidé de prendre eux-mêmes les choses en main. Grâce à une mobilisation exceptionnelle, la famille et les proches de Céline parviennent à récolter suffisamment de fonds pour retourner sur place et organiser de nouvelles recherches indépendantes sur le terrain. D'ailleurs, je vous remercie, j'avais partagé avec l'accord de la sœur de Céline la cagnotte pour aider à financer ces recherches. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer à cette cagnotte. Je vous remercie énormément. Indirectement, vous avez permis aux avancées phénoménales qu'il y a eu par la suite. Donc vous pouvez en être fiers. Au total, on avait quand même des bénévoles expérimentés, des explorateurs, des enquêteurs locaux qui se sont engagés aux côtés de la famille avec un objectif clair: explorer des zones qui n'avaient jamais pu l'être jusque-là. En décembre 2025, une ultime expédition est donc organisée. Et alors, le 13 décembre 2025, après plus de 20 déplacements sur le terrain, une découverte capitale est faite. It must have been just outside of the bloody metal detecting grid then. Oh wow, it's been there a while. That's exactly how you'd imagine it. Yep, that's crazy. Wow. And put it in the bag, just to try and work out what phone it is. Yep. Because we want to see if it's a Samsung. If it's an Samsung, it's better. Right. If it's Alright. Everyone happy? C'est ça? No, it's been marked. I guess it'll be marked on all the recordings that everyone spent a lot of time here. Yeah, and Le téléphone de Céline est retrouvé à moins de 100 mètres de son dernier point GPS connu. Une véritable aiguille dans une botte de foin. Regardez-moi cette photo. Regardez-moi où était le téléphone. Mais ces personnes sur place, je sais pas, elles ont été extraordinaires, surtout très attentives. C'est fou d'avoir pu retrouver le téléphone quand on voit comment il a été retrouvé, dissimulé par la végétation. Bravo à eux, franchement. Et effectivement, cette découverte marque la plus grande avancée dans le dossier depuis 2 ans et demi. Les jours suivants, les découvertes s'enchaînent. Effectivement, les bénévoles découvrent également ce qui pourrait correspondre à un abri situé à seulement quelques centaines de mètres et à l'intérieur, une bouteille dont la marque correspond à celle utilisée dans le restaurant où travaillait Céline, avec une date de péremption postérieure à sa disparition. Je vous mets évidemment des photos et l'origine de ces photos, bien évidemment. What sort of bottle is it? Okay, so it's a relic. not that old. Interesting. There's trash there too. That black. Malheureusement, ces éléments viennent confirmer une hypothèse que la famille redoutait déjà. Céline aurait survécu un certain temps après s'être perdue. Donc malheureusement, effectivement, ça peut être
assez dur pour la famille. Elle a dû se sentir très seule, très effrayée, et c'est vrai que ça fait mal au cœur. Et là, donc là je vous parle d'hier, au moment où je tourne, le 28 janvier 2026, un bénévole participant à de nouvelles recherches sur le terrain fait une découverte bouleversante. Des restes humains sont retrouvés à quelques kilomètres des chutes de Philosopher Falls. Évidemment, la police est immédiatement contactée et annonce même une conférence de presse. Cette découverte marque très probablement l'épilogue d'une quête de plus de 2 ans et demi. Alors attention, il y a encore des vérifications qui vont être réalisées sur l'origine de ces ossements, mais aujourd'hui, par rapport à la zone où les ossements ont été retrouvés, j'imagine que ça laisse assez peu de place au doute. Mais pour être sûr absolument qu'il s'agit ici des ossements de Céline, on est obligé de faire des analyses ADN. Et je trouvais que c'était important ici de vous parler de ce dossier. Tout simplement parce que là, on a certaines fois des dossiers qui se heurtent au droit, au temps judiciaire, à la prescription, comme vous avez pu le comprendre. Pour celui de Céline, c'est totalement différent, parce que ça rappelle que le terrain, la persévérance et l'humanité peuvent permettre encore de faire avancer considérablement les choses. La vérité peut arriver avec la ténacité des proches, des bénévoles et de toutes les personnes qui entourent une disparition. Et je trouve que c'est important d'en parler, puisque c'est un hommage également à la détermination d'une famille et de bénévoles qui n'ont jamais accepté de laisser disparaître Céline une seconde fois. Et j'aimerais faire un mini point, un mini message de prévention par rapport à ce type de disparition. Alors oui, on a le droit de voyager seul, on a le droit de partir, de randonner seul. Ce n'est pas du tout un débat ici, vous faites comme vous voulez. Cependant, il faut quand même avoir en tête quelques précautions pour éviter que ce type d'accident malheureux arrive. Alors ça ne veut pas dire que même si vous faites très attention à tout ça, que ça ne pourrait pas vous arriver, mais ça peut vous aider. Alors c'est une liste non exhaustive. Lorsque vous partez seul, toujours prévenir quelqu'un de son itinéraire, vérifier la météo réelle, garder son téléphone chargé avec des cartes hors ligne et ne jamais quitter les sentiers, même pour gagner du temps, pourrait vous sauver la vie. Alors si je rappelle ces règles, c'est pas du tout pour juger la victime, donc ici Céline, comme certains s'en donnent à cœur joie, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour éviter que ça se reproduise, ou en tout cas essayer de diminuer le risque ou le nombre de fois où ça pourrait se reproduire. Et je voudrais quand même mettre en lumière quelque chose, c'est l'importance de certains créateurs de contenu dans ce type de dossier. Surtout lorsque les créateurs agissent avec sérieux et responsabilité. Là, je vais vous parler du travail en Tasmanie d'un créateur qui s'appelle Rob Parsons, qui a permis de rendre visibles des recherches qui, sans cette médiatisation, seraient restées confidentielles. Mais pas que, puisque ces vidéos ont attiré l'attention internationale. Elles ont mobilisé des bénévoles venus parfois de très loin et contribué concrètement à des découvertes majeures, comme celle du téléphone de Céline. C'est un créateur qui était sur place, qui a fédéré des équipes et qui, malgré, je trouve, le contexte dramatique de ses recherches, ça a permis d'avoir une bonne entente dans le groupe et peut-être aussi de motiver les personnes sur place. Alors c'est pas un rôle évidemment qui remplace la police ou la justice, mais comme vous le savez, dans certains dossiers, plus le temps passe, plus les moyens officiels s'amenuisent ou même s'arrêtent, et donc une médiatisation éthique peut devenir un véritable levier humain au service des familles. Et vous le savez, c'est vraiment vers ce type de contenu que je m'oriente de plus en plus et que je préfère suivre. Vraiment bravo à Rob et bravo à toutes les personnes qui ont permis de faire ces découvertes qui vont très probablement donner des réponses à la famille de Céline. Et donc on pense pour ces 3 dossiers très forts aux familles de ces victimes et aux victimes évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est une vidéo mise à jour que je trouve importante à réaliser. Effectivement, c'est bien de parler des dossiers, mais c'est bien aussi de vous dire la suite, puisque finalement, on ne s'arrête pas à une simple vidéo, on suit ces histoires dans notre vie de tous les jours. Il est important, je trouve, de vous parler quand les choses avancent, que ce soit dans le bon sens
ou non. En tout cas, merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et très vite avec des vidéos en collaboration avec les familles également. N'hésitez pas, vous pouvez suivre toutes mes vidéos également sur Spotify si vous le souhaitez. Je vous remercie de me suivre là-bas d'ailleurs, on est quand même pas mal. En attendant de se retrouver ici, prenez soin de vous et de vos proches.